Il y a des voix qui traversent le temps, qui traversent les frontières, qui traversent les mémoires. C'est la première chanson que ma grand-mère m'a apprise. En tant que jeune collégienne, jeune lycéenne, qu'est-ce que Angélique Kidjo représentait? J'ai gagné la plupart de mes concours scolaires et je peux te garantir que je les ai gagnés parce que j'interprétais de Angélique Kidjo. Moi, j'ai une histoire particulière avec Papa Wemba. Je peux pas dire à quelqu'un fais pas la musique. Ce serait injuste. Il y a de l'amour dans la musique, il y a de la passion, il y a des possibilités. Bisso na bisso. Moi, j'ai toujours dit ça. La force du Bénin, c'est la jeunesse. J'aime beaucoup Togbe, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais vous deux ensemble, c'est quoi? Le monde du hip-hop, la vulgarité va avec. C'est parce que nous ici là on comprend pas bien anglais. Hein. Parce que les Américains chantent là. Si tu comprends bien anglais là, Togbe il s'amuse. Hein. Mais ce qui m'embête, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas à l'international. Cotonou Boy Show. Ladies and gentlemen, Oyanambe Nastinesta, mes amis m'appellent Daniel, cause I sleep where the lions eat. Alors, il y a des voix qui traversent le temps, qui traversent les frontières, qui traversent les mémoires. Celle de Fafa Rufino en fait partie. Elle est née au Bénin, elle a été nourrie par le Ghana, par le Burkina, par le Nigeria. Elle a été élevée par une grand-mère qui lui a transmis le goût des chants traditionnels et des musiques africaines. Fafa est le fruit d'un métissage rare et exceptionnel. De la chorale d'enfants aux scènes internationales, de la série Bisso na bisso à l'album Idée, elle a connu la lumière, mais aussi des zones d'ombre. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement de musique, on parle de vérité, on parle de parcours, on parle de résilience et on parle d'engagement. Bienvenue dans le voyage de Fafa Rufino. Bienvenue à la maison, Fafa. Merci de me recevoir, Nasty, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Comment vas-tu? Écoute, tant que je suis au Bénin, je pète la forme. Le pays te traite bien? Oh mon Dieu, oui. Alors, écoute, j'étais impatient de te recevoir. On va dire, j'ai reçu la famille aujourd'hui, j'ai reçu ton frère. Oui. Et là, je te reçois. Et une question que je ne lui ai pas posée et que j'ai réservée pour toi. Okay. Comment ça se fait que dans votre famille, il y ait autant d'artistes? Dans quel environnement vous êtes nés? Que faisaient les parents? Est-ce que ça a un rapport avec ce que vous êtes devenus? Oh waouh, cette question elle est piégeuse, mais je vais y répondre quand même. On avait dit qu'il n'y avait pas de piège. C'était... Si dès la première question, tu me dis qu'il y a un piège. Oh mais écoute, en fait, je pense que tout ça vient de la grand-mère en fait. Oui. Parce que notre grand-mère, comme tu l'as si bien dit dans ton introduction, notre grand-mère elle était ghanéenne. Et c'était une personne d'un caractère incroyable, qui aimait beaucoup la musique et qui avait un gramophone. Tu connais les gramophones à l'ancienne, ça tournait comme ça, on mettait un vinyle et tout, voilà, c'est ça. Ouais. Donc elle avait un gramophone et donc en fait quand on était gosses, elle mettait tous ensemble là et elle nous apprenait les chansons, déjà les chansons traditionnelles, gospel du Ghana, en Neve, parce que elle était de Volta Region, c'était dans la partie un peu nord du... C'est nord, hein, ouest, je sais plus, du Ghana. Ça parle Aoulan et Ewe vers cette zone-là, entre Aflao et tout ça. Et donc, en fait, nous, elle aimait beaucoup la musique. Donc, déjà, elle nous apprenait ces genres de chansons-là. Et aussi, elle avait des vinyles. James Brown, elle avait du King Sonny Adé, elle avait tous ces trucs-là. Et la musique traditionnelle. Elle aimait beaucoup la musique traditionnelle. Donc, je ne savais même pas comment elle faisait pour avoir tous ces vinyles-là. Et donc, en fait, c'est elle qui nous a donné le goût. Il n'y a pas que mes frères et moi, hein, même mes cousins, les grands cousins, c'était les premiers qu'elle avait mis pas dans la musique, mais c'était plus le chant. Le chant. Okay. Et voilà, donc ça vient d'elle, en fait. Ok, d'accord. Et quand tu fermes les yeux et que tu repenses à ton enfance, quelle est la première musique qui te revient quand tu remontes le plus loin dans tes souvenirs? Ne akpesia mesia gede wo tuo jide pomo babu keun ke worle wo ya irade kade kapo wono akule ma udo menyonyo. C'est la première chanson que ma grand-mère m'a apprise. Okay. Cette chanson-là, apparemment quand j'étais petite, c'est une berceuse, c'est une chanson de gospel. Et en fait, apparemment quand j'étais petite et que je pleurais, c'est cette chanson-là qui me... qui te calmait. Qui me calmait. Et cette chanson-là, elle me transporte jusqu'à aujourd'hui. Et je pense même à ces obsèques, c'est cette chanson-là que j'ai chantée. Et quand je me sens, même en France, n'importe où, quand je me sens pas bien,
que j'ai besoin de m'isoler, respirer, me recentrer. Ouais. Et je ferme les yeux, et je me mets à chanter ça. Et cette chanson, elle me fait voyager, en fait. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça. Et cette chanson, tu as pu la retrouver? Est-ce qu'on peut l'écouter? Oui, c'est sur mon premier disque. Ok. Je l'ai d'accord. faite avec les violons et tout, c'est magnifique. Ok, d'accord. C'est sur Il est, oui, c'est l'album Il est. Ok. Alors, dis-nous un peu plus sur ta famille, sur l'environnement immédiat dans lequel tu as grandi, ton père, ta mère. Alors, nous, on avait un papa magnifique. Il était il était médecin, mais à côté de ça, il faisait de la boxe. Ok. Il jouait un peu de sax de temps en temps. Et notre mère, elle était institutrice, conseillère pédagogique. Elle est à la retraite. Et tu sais qu'elle a été ma maîtresse? Oh oui, ah bon? Ouais. Ah oui, conseiller. Oui. Ah oui, au Nîmes, elle était Au votre Nîmes, CP. ouais, Ah oui, c'est ça. vrai. Elle a été ma maîtresse, je pense, en CM2. En CM1, CM2, elle était venue remplacer à un moment. Oui. Prof, et elle venait ponctuellement comme ça C'est vrai? nous faire des cours. Elle était gentille ou pas? Ouais, elle était gentille. Bon, je pense J'aimais beaucoup quand elle était là parce que je pense qu'elle avait plus de recul. Bon, elle était plus âgée que les maîtres qu'on C'est avait. ça, oui. Donc, elle avait plus de pédagogie, elle était Oui. plus calme, elle était plus compréhensive. patiente. Et tout ça, plus patiente, oui, effectivement. Donc, Oui, non, on a une maman qui était, voilà. Bon, nous, on l'a connue sauvage, hein. Faut Ouais, dire bon. les choses, hein. c'est ça. Elle était dure, hein. Donc oui, effectivement, avec le temps, elle s'est calmée. Et puis bon, moi, et puis ma grand-mère, comme tu vois. Et j'ai 4 frères et Michael, que tu connais, je Oui. pense. Oui. Nous, on l'appelle la star de la roue. Et le BG de la famille. Raïssa, ma sœur. Notre grand frère, Fabrice, qui a été le premier d'ailleurs de tout le lot à vraiment faire la musique. Il est chirurgien, mais c'est le premier vraiment qui a pris une guitare, qui chante et qui joue de la guitare. Et je crois que, si je me souviens bien, en Allemagne, quand il était étudiant, il jouait de la guitare dans les bars pour gagner sa vie, pour payer ses études, pour compléter sa bourse, en fait. Donc, en gros, j'ai grandi dans... Et Patrick, évidemment... mon frère Mexan, qui était le deuxième, qui fait la batterie et tout, avec lequel j'ai fait le groupe Feeling Star de Rock Kenom, dans les années où il y avait le Titanic et tout ça. Voilà, donc oui, j'ai grandi avec une fratrie quand même assez artistique, entre les parents et ma mère. Moi, je me suis découverte des talents de dessinatrice et tout ça il n'y a pas très longtemps, il y a à peine 2 ans, je fais des tableaux et tout, et je ne savais pas d'où ça venait, c'est venu comme ça du jour au lendemain. Et là, maintenant, pendant les vacances, ma mère, elle m'apprend que oui, mais tu sais que tu dessines, c'est pas par hasard. Je dis, ah bon? Pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, tu sais, quand j'étais plus jeune, je dessinais beaucoup. Je la regarde, les yeux ronds comme un verre. Je dis, toi, tu faisais des dessins, toi? Elle dit, oui. Et en fait, les parents, ils nous cachent des choses, quoi. Et ça sort comme ça. Et je dis, ok, donc c'est pas un hasard. Je sais de qui tenir. Voilà, c'est ça. Donc oui, j'ai grandi dans un milieu assez strict, mais assez ouvert aussi. Parce qu'il y avait beaucoup d'art qui tournait, quoi, de tout le monde, quoi. Voilà, donc c'est ça en gros. Ok. Et tu fais ta scolarité à Cotonou? Absolument. Oui. Alors, ton primaire, tu le fais où? Alors, le primaire, on l'a fait nous, on habitait Jéricho. Et moi, j'ai fait l'école de base de Jéricho. Et après, on est monté à Paracou quand j'avais 9 ans. Parce que maman, elle était nommée maire de Paracou. Donc, la mairie de Paracou. Donc, on est monté à Paracou. Et à Paracou, j'ai fait jusqu'en 6e. Et après, on est redescendu. Et on est revenu dans le sud et j'ai continué CEG d'Antokpa. Et à côté de ça, je faisais les soirées culturelles au Collège de l'Union, en fait. Parce que monsieur André Simon, paix à son âme, le directeur du Collège de l'Union, c'est un ami aux parents. Et en fait, l'histoire, elle est tellement drôle. Moi, je devais aller au Collège de l'Union et ma mère, elle devait aller au Nîmes. Avec Michael. Donc, il fallait faire le choix entre... Il fallait aller jusqu'à Akpakpa, revenir pour aller à Bégamin. Et le choix était tout fait. On m'a dit, toi, tu vas aller à Dantokpa, c'est derrière, c'est 5 minutes, tu vas à pied. Comme ça, ta mère, elle va... Et donc, et donc, André Simon, le directeur, il m'a dit, bon, c'est pas grave. Même si tu vas à Dantokpa, les soirées culturelles, les TD, tout ça, tu pourrais venir faire à l'Union. Et donc, j'avais un pied à Dantokpa, un pied à l'Union. D'où j'ai plein d'amis du Collège de l'Union et Dantokpa aussi. Et c'était, franchement,
Ma scolarité, en tout cas, moi, j'ai passé de très bons moments. Et puis j'ai vu les concours scolaires. On avait une vie scolaire vraiment magnifique, franchement. Oui. Et tu sais, c'est une émission musicale aussi, donc je vais ponctuer cette émission en te demandant de temps en temps de nous donner des morceaux qui te rattachent à certaines époques qu'on va évoquer. Okay. Donc, quand tu penses à cette époque où tu faisais les soirées culturelles scolaires, j'imagine que tu faisais des interprétations. Quel est le morceau que tu aimais interpréter? Oh, ça c'est une bonne question. Quel morceau j'aimais et qu'on pourrait partager avec les auditeurs? Alors, il y avait une chanson que je chantais beaucoup. C'était une chanson d'Angélique Kidjo. Ok. Azanwakwe, je ne sais pas si tu connais. Non. C'était sur son album. Et donc cette chanson-là, c'était Aïro, Bobwesiva Wajilo, Mimofombo, Noazanwakwe. C'est une chanson, elle n'était pas très très connue, mais moi je l'aimais beaucoup à cause des paroles, parce que c'était une chanson assez, je pense que j'avais déjà mon petit côté activiste à cette époque, et je crois que c'est une chanson qui parlait de l'apartheid, tu vois, et en gros, tu comprends fond, tu comprends un peu fond. Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais en fait, est-ce qu'elle dit le jour viendra où les opprimés pourront se relever et affronter l'oppresseur, tu vois. Et je trouvais que c'était une chanson qui était assez... il y avait un message fort. Il y avait un message fort, tu vois. Et cette chanson-là, j'aimais beaucoup la chanter à cause des mélodies et surtout à cause de l'intensité des paroles qu'il y avait dedans. Alors, je me rends compte qu'il y a toute une génération qui a été marquée par Angélique Kidjo, parce qu'il y a plusieurs invités que je reçois qui, je pense à la même période que toi, faisaient ce type d'animation. Et Angélique Kidjo est l'artiste qui revient à chaque fois. On va dire Angélique Kidjo, Myriam Makeba. Ce sont des artistes qui reviennent à chaque fois quand on parle d'interprétation à cette période où dans les collèges et les lycées, on faisait des soirées culturelles. Peut-être aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ont du mal à imaginer ce que ça représentait à l'époque. Mais pour toi, à cette époque-là, en tant que jeune collégienne, jeune lycéenne, qu'est-ce que Angélique Kidjo représentait? En fait, Angélique, il faut savoir que c'était vraiment... c'était la seule, en fait. Parce qu'au Bénin, on n'en avait pas d'autres qui étaient à l'international. Faut être honnête, il faut être franc, honnête et réaliste. D'accord? C'était la seule qui était à l'international. C'était la seule... nous, on est au Bénin. Moi, je faisais beaucoup de concours scolaires. J'en ai gagné pas mal, pour ne pas dire la plupart d'ailleurs. J'ai gagné la plupart de mes concours scolaires. Et je peux te garantir que je les ai gagnés parce que j'interprétais de Angélique Kidjo. Tu vois? Et en fait, t'es petite, t'es au Bénin, et puis tu regardes la télé, et puis tu vois une chanteuse, on te dit, oh, ça c'est une béninoise. Ah, waouh! Et puis tu te dis, oh là, tiens, moi je chante, peut-être que je ne veux pas faire chanteuse professionnelle, mais quand même, une béninoise. Tu es là, et puis tu vois les... Tu te projettes, quoi, tu vois? Et puis tu es là, tu vois un bout de femme qui a beaucoup d'énergie, qui dégage toute petite, mais qui dégage tellement de force. Et là, tu te dis, mais en fait, je peux chanter. Parce que quand tu es au Bénin, déjà la génération d'avant, plus la nôtre, chanter, femme qui chante là, qui tient un micro là, c'est pas, on veut pas. Déjà, on te regarde bizarre. On se dit, soit c'est parce que tu comprends rien en classe, c'est pour ça que tu veux faire la musique. Et après, quand tu fais la musique, on te prend pour, allez, vas-y, une Marie, couche-toi là, si je peux me permettre. Tu vois, non? Donc, en fait, tu te dis, waouh, si elle a réussi, même si c'est pas au Bénin, c'est qu'il y a une possibilité. En fait, elle était comme une petite luciole qui brillait dans le noir, qu'on voyait de loin, qu'on se disait, oh, si elle le fait, c'est que nous aussi, on peut faire quelque chose. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'elle représentait vraiment... cette possibilité-là. Cette possibilité. C'était une petite fenêtre qui était ouverte dans la prison. C'est pas une prison, mais c'est une façon de parler. Tu vois, avec elle au loin, et puis tu es là, tu vois les Wombo-Lombo à la télé, tu vois tout ça, tu te dis, ouais, il y a une possibilité. On peut faire quelque chose. Et je pense que pour les chanteuses de ma génération, je parle bien des femmes, parce que c'est pas évident. Parce que même elle est partie du Bénin,
Et je peux te promettre que quand elle chantait dans les jardins de l'ORTB, il y a eu plus d'une personne qui l'ont découragée. Tu vois, quand elle te raconte son histoire, tu te dis waouh, tu vois. Mais Pépé Kidjo, moi c'est un monsieur, son père, moi j'ai connu Pépé Kidjo. Okay. Et quand je faisais les concours scolaires, ce monsieur-là, il venait dans les concours scolaires m'encourager. Okay. Parce que Oscar Kidjo était souvent membre du jury ou dans le spectacle, invité, tout ça. Et le père d'Angélique Kidjo, chaque fois que je finissais de chanter, que j'ai gagné le prix, il venait me voir. Il me disait bravo ma fille, continue. Et il me disait tu me fais vraiment penser à ma fille. Quand le papa d'Angélique Kidjo te dit ça, mon frère, ça te fait la chair de poule, tu continues, tu vois. Oui. Tu te dis pas, je veux devenir Angélique Kidjo, mais tu te dis, waouh, si Angélique Kidjo, elle est là-bas, si son papa, il vient et me dit, continue, c'est qu'il y a... Il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Ouais, et moi, je suis quelqu'un, je suis une grande rêveuse. J'aime rêver, et j'aime les grands défis. Et là, on me dit... Vas-y, tu vas pas y arriver. Ouais. Ou on me dit, là, le mur est fermé, c'est cadenassé. Moi, je défonce le mur. Ouais. Tu vois, non? Donc, je pense qu'elle représentait vraiment quelque chose. Elle représente toujours, d'ailleurs. Faut pas croire. Elle représente toujours. Et elle ne représente pas que pour les Béninois. C'est ça qui est... Moi, je la vois souvent dans les festivals. On se rencontre souvent. Là, même au mois de mai, on va jouer dans le même festival. Où moi, je fais l'ouverture et elle fait la fermeture. On se voit souvent. Et là, tu te rends compte que franchement, c'est pas que pour les Béninois. Elle est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui la regardent, quoi. Et qui rêvent. C'est ça, en fait. Donc, on a besoin de modèles comme ça pour pouvoir se projeter. Absolument. Et je pense qu'elle a inspiré beaucoup de vocations. Absolument. Et je l'ai vu il y a quelques jours sur les Vodou Days, toujours avec la même énergie, tenir 1 heure de show, comme si de rien n'était. Et ce qui est magique, c'est que je suis sûr que la majorité de ceux qui étaient là sont des gens qui sont nés après les 2000. Oui. Mais elle arrive à leur communiquer la vibe. Ils arrivent à chanter les morceaux qu'ils ne connaissent même pas avant qu'elle ne monte sur scène. Donc, elle maîtrise son karaté. C'est exceptionnel. On va revenir sur toi et on va remonter un peu avant que tu ne fasses tous ces concours-là. Je pense à 13 ans, tu chantes en soliste aux obsèques de ta grand-mère. Et devant plus de 1000 personnes. Raconte-nous ce jour-là, où est-ce que tu étais placé, ce que tu voyais, comment tu as vécu ce moment-là. Parce que je pense que ce moment, il a été décisif dans ce que tu es devenu, dans ta construction. Oui, en fait, c'était compliqué parce que moi, ma grand-mère et moi, au début, c'était compliqué. Moi, on s'entendait. J'ai fait une grosse... J'ai pas vraiment fait une crise d'adolescence, mais moi, je suis une bélier, je suis du mois d'avril. Donc, je suis un peu têtue, tu vois. Il y a les cornes là, ça nous démange. Les béliers. Ça nous démange. Big up aux béliers qui nous regardent. On est un peu, tu vois. L'enfant bélier n'est pas le plus facile. Donc, moi, ma grand-mère, pendant un moment là, c'était un peu rentre dedans. Et voilà. Et en fait, je crois qu'à partir de mes 9-10 ans, elle et moi, on était devenus vraiment... On était devenus vraiment fusionnels, quoi. Vraiment, on était devenus fusionnels. Et j'ai eu comme un goût à 13 ans que, en fait, j'avais pas assez profité d'elle, en fait, tu vois. Et donc, en fait, comme tout le monde savait de toute façon que, bon, elle m'apprenait les chansons et tout. Et quand elle est décédée, la grande cousine, elle est une de mes grandes cousines, elle est venue, elle me dit, Fafa, il faut absolument que tu chantes aux obsèques de Nana. C'était Nana. Je dis, je peux pas. Et mon frère était venu d'Allemagne et tout. Donc, tout le monde était là. Et tous les tontons du Ghana étaient là. En plus, je dis, vous vous foutez de moi. Tous les Ghanéens là, qui sont là. On me demande justement de chanter cette chanson-là, Yayera. Ben, moi, Yayera, je commence à chanter, je pleure, quoi. Et tout le monde s'est mis sur moi. Je dis, mais pourquoi moi, en fait? Ils ont décidé que ce serait moi. Parce que c'était le moment de recueillement où il y a toutes les familles qui se mettent ensemble, en fait, pour apparemment les cérémonies au Ghana, dans sa tradition. À un moment, il faut une enfant pour déclamer. C'est pas une déclamation, soit c'est des paroles, soit c'est un petit discours, soit c'est du chant. Bon, on a décidé que ce serait moi. Et c'est comme ça que je suis montée sur scène. Je tremblais comme une feuille. Et voilà, il y avait mon père dans le coin qui disait vas-y. Et j'ai commencé toute tremblante. Et là, à ce moment-là, tu réalises même pas que tu as une voix. Tu sais pas que tu as une voix. Tu n'as jamais chanté. Enfin, tu as chanté avec tes frères. Tu vois, tu sais même pas que tu as un thème. Tu sais pas ce que c'est avoir une voix. Tu sais pas.
quand t'es jamais monté sur scène, tu sais pas. Et en fait, je suis montée sur scène, j'ai jamais tenu le micro de ma vie, on me plante là devant le micro. Et c'était le Jazz Feuve. Jazz Feuve, c'était l'orchestre à cette époque de mes grands frères. Ok. Avec Laurent Roussavi, Hector Wigboy et tout ça. Voilà, c'était vraiment l'orchestre de Bégamé. C'était leur orchestre. Et mes frères étaient à la batterie. Donc j'ai chanté. J'ai dit, bon, a cappella par contre. C'était pas facile. Au début, on n'entendait rien. J'étais là, non, mais le micro va pas te mordre. On me pousse devant le micro. Et j'ai chanté. Et puis, pendant que je chantais, je pleurais en même temps. Et je vois, il y a tout le monde qui monte, qui me met des billets et tout. Et au final, c'est en regardant les vidéos que j'ai découvert ma voix, en fait. Ok. Et après, bon, le chef d'orchestre de mon frère, il a dit, ah, mais elle chante super bien, ta sœur. On va la récupérer. Mais j'ai commencé à aller à l'orchestre genre 3 ans après, pas 13 ans. Oui, donc c'était ça. C'était un moment très émouvant et c'est comme ça que j'ai commencé la musique. Ouais. Et un peu plus tard, j'ai lu aussi que tu as travaillé avec Oscar Kidjo. Oui, j'ai bossé longtemps. Alors, Oscar Kidjo... la fac et les studios et les prestations que tu faisais la nuit. Quel souvenir tu gardes de cette époque? Beaucoup de boulot, beaucoup de stress et beaucoup de musique. Mais énormément de plaisir. Franchement, on était jeunes et t'as quoi, 18 ans. Et je pense qu'Oscar Kidjo, j'ai fini chez lui parce que quand je faisais les concours scolaires, je raflais tous les prix. Et à un moment, dès qu'on entendait Fafa Rufino, les gens ne voulaient plus participer au concours. Donc du coup, Oscar, il y a un jour, on a fait un concours, j'ai gagné. Oscar, il est venu me voir, il m'a dit, bon, maintenant, toi, tu vas arrêter les concours parce que déjà, c'était un concours où les gens ne voulaient pas participer parce qu'ils ont entendu dans ton pas Fafa Rufino, non, on veut pas. Donc du coup Oscar il a dit là tu arrêtes les concours, moi je te récupère dans mon studio, tu vas faire les chœurs dans mon studio. Et c'est comme ça j'ai arrêté les concours scolaires. Et le lendemain, on s'est fait un rendez-vous. Je suis allée au studio et tout. Et puis, c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler avec Oscar. Après, je faisais Oscar Kidjo, Nel Oliver, le studio de Nel aussi. Et on a enregistré plein d'albums. Hein, Sakwata Boys, Zoulé Sangaré. On est en plein dans les années 90. Là. Voilà, fin 90. On a vraiment... 95, voilà, 96. C'est ça. Mais j'ai l'impression qu'à cette époque-là, il y avait... il y avait des voix. Les voix qui sont les voix féminines majeures de la musique béninoise se sont formées à cette période-là. Elles se sont formées dans cette école-là des studios, du cabaret. Absolument. Et voilà. Donc, ça devait être une période quand même intéressante. Très riche. Très riche. Parce que vous avez travaillé comme des malades. Parce que je pense que Zénab, elle vient de cette école. Pépé Oleka, elle vient de cette école. On a bossé comme des malades. Mais ça ressemblait à quoi à cette époque-là? Parce que vous travaillez, et je me rappelle même, moi j'étais plus jeune, mais je regardais, il y avait beaucoup de visages que je voyais dans les clips. Quand il y avait les choristes derrière, là, franchement, on était bien. C'était des visages qu'on voit aujourd'hui. Franchement, on était bien. On était bien. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, la musique. Entre les relations entre les femmes, les artistes femmes, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais nous, à notre époque, on était super bien. Moi, j'ai bossé avec Zénab au karaoké chez Alex pendant longtemps, et je chantais, Zénab et moi, on faisait les chœurs chez Oscar. On a fait des albums, on a fait des trucs pour Jimmy Hope, on a fait plein de trucs avec Zénab, on était en binôme. On chantait au karaoké. Moi, je chantais au Titanic. Je ne sais pas si tu as connu le Berlin. Voilà, moi, je chantais là-bas de 19h, 20h jusqu'à minuit. Et à partir de minuit, j'enchaînais mon deuxième contrat chez Alex, au karaoké bar, avec Zénab et Edouard et tout ça. Et on finissait là-bas avec 5h30, 6h du matin. Et je filais... Parce qu'on avait Monsieur Théo d'Almeida, je lui fais un coucou. On avait une voiture avec un chauffeur. Et moi, je filais à Jéricho, à la BIBE. Parce que quand je partais chanter, j'avais mes 4 tables d'étudiante. Et je filais à la BIBE pour réserver ma place de bus. Et l'endroit où le bus se garait, c'était à 5 minutes de la maison. Et après, je filais à la maison prendre une douche. Mais avant de partir, tout ça, j'avais déjà préparé toutes mes affaires. Mais comment tu faisais pour tenir ce rythme? Mais je ressemblais à rien. J'étais maigre, j'étais un squelette.
Mais tu avais la passion. Je dormais pas. Ah ouais. Mais mon père, la condition sine qua non, c'était ça. Tu fais la musique, ben, tu fais les études à côté. Ouais. Et si tu n'es pas parmi les 5 premiers, tu ne fais pas la musique. Et c'était ça. Ouais. Et donc, en fait, c'était ce que je faisais. Et donc, je partais et j'avais un dictaphone. Mon père il m'avait offert un dictaphone. Et le matin, il fallait être là pour rattraper le bus à 7 heures. Ouais. Sinon, il partait sans toi. Donc, on faisait la queue. C'est pour qui? C'est moi. Tu montes. Tu es là et tu dors à moitié. Et tu arrives en fimine. Hein. Ouais. Et je me mettais toujours devant. Et je mettais mon dictaphone, tac. Et je ne vais jamais oublier le prof de droit constitutionnel, Monsieur Moncoton, il m'a surnommé Madame Amelon parce que au bout de... si je mettais mon dictaphone, je commençais à noter au début, et puis là, le sommeil me rattrapait. J'avais mon dictaphone, de toute façon, c'est fait exprès. Hein. Et à cette époque, c'était des cassettes de 2 heures. Ouais. Donc, j'avais toujours mon cousin qui venait avec moi, Maître Gassi, je lui fais un coucou. Irénée Gassi était avec moi. Donc, lui, il avait les autres cassettes. Lui, il était normal, il prenait les cours. Donc, quand moi, je m'endormais, en fait, je pique du nez, je me réveille. Et après, quand la cassette finissait, au cas où je suis en train de dormir, lui, il change. Et c'était vraiment... c'était dur, hein. Ouais. C'était dur, mais c'était la seule condition pour que je fasse la musique, c'était que je finisse mes études. Ouais. Et je suis allée jusqu'au bout, j'ai fait mon master et tout. Ouais. C'était... Papa Wemba qui disait de toi que ta voix fait voyager dans toute l'Afrique. Quand il a dit ça, là, est-ce que ça t'a porté ou ça t'a enfermé dans une attente? Quand une légende comme lui fait ces éloges-là sur toi, qu'est-ce que ça fait? Ah ben moi je suis... T'imagines même pas que moi j'ai pas dormi de la nuit. Hein. mais moi j'ai une histoire particulière avec Papa Wemba. Raconte-nous. J'ai une histoire hyper particulière. On peut pas tout dire aujourd'hui. Papa Wemba, quand j'avais 14 ans, il est venu jouer au Bénin. 14, je sais plus quel âge j'avais. Il a joué au Bénin, au stade. Et Patrick faisait la basse. Et je suis arrivée, on est tous venus au concert et je suis montée sur scène. Bon, à un moment, il y avait un barré à Valencia. Et il a demandé s'il y avait quelqu'un dans le public, tout ça. Et je suis partie, j'ai chanté. Il a fait « Waouh, tu chantes bien !» et tout. Hein. Et il fait... et y a des gens... « Ah, c'est la petite sœur du Basis, c'est tout. » Histoire finie. On est 25 ans ou 30 ans après, à Paris. J'ai une de mes grandes sœurs choristes, Myriam Betty, qui me dit « Fafa, est-ce que tu as des disponibilités pour faire des chœurs pour un artiste ?» J'ai dit « Ah, là, on est en pleine tournée avec... mais je peux. Je peux trouver, dis-moi les créneaux. » Pouf, ok, c'est qui l'artiste? C'est Papa Wemba. J'ai dit « Pardon ?» Elle dit « Tu es sûre ?» Elle me dit « Oui. » Elle me dit « Je veux te faire un cadeau. » Donc, elle connaissait l'histoire. Je vous jure, je prends les chansons, j'apprends et tout. Papa, il arrive de Kinshasa. On est là, dans les locaux pour les répètes. Mais je te dis, le gars, il est rentré là. En fait, on te dit, tu chantes, tu fais les chœurs. Parce que nous, on répète une semaine avant. Et papa, il vient après. Parce qu'il y a Olivier Kimanga, le guitariste, qui maîtrise toutes les chansons de papa. Il chante même comme papa. Donc lui, il répète avec nous pendant une semaine. Et quand papa, il vient, on répète avec lui 3 jours. Et après, on part en tournée. Papa, il arrive. Il rentre dans la salle de répète là. Je vous juge, je suis devenue une petite fille de 14 ans. En fait, c'est comme si j'avais vu une apparition. Tu vois, il y a une chose, j'ai pris conscience de la chose en fait. Il est rentré, on a fini de répéter et tout. Bonjour papa. Et ma soeur choriste lui dit « Ah papa, tu connais papa ?» Il fait « Non, on chantait et tout. » Et l'autre, elle lui dit « T'as une histoire avec elle. » Voilà. Ouais. Et en fait, quand je lui raconte, il connaît très bien Patrick. Ouais. Il dit « Mais oui, au Bénin, la petite, c'était toi !» J'ai dit « Ouais, mais la petite, elle a grandi. » Donc oui, Papa Wemba aussi, c'était vraiment... Moi, j'ai eu des moments... J'ai vécu des super moments en musique au Bénin, tu vois. Et je suis partie du Bénin et c'est une chance incroyable que l'univers m'a toujours offert. Même à l'étranger, je vis des moments incroyables et... Je ne peux pas dire à quelqu'un, fais pas la musique. Ce serait injuste et hypocrite de ma part. Il y a de l'amour dans la musique, il y a de la passion, il y a des possibilités. C'est juste qu'il faut que l'univers ouvre le chemin. Mais il y a quelque chose qui me fascine chez les choristes. C'est votre capacité à pouvoir travailler avec plusieurs artistes, votre capacité à pouvoir apprendre
des catalogues entiers, mais avec l'exigence de pouvoir les apprendre dans un temps qui est relativement court. Donc, apprendre dans différentes langues. Comment vous faites? C'est quoi le secret? Et quel conseil tu donnerais à une choriste qui veut se lancer dans le métier ou qui est dans le métier d'ailleurs? Tu sais, c'est pas facile d'être choriste. Hein. C'est très dur. Enfin, je sais pas pour les autres, mais moi, je suis une bosseuse. Moi, je dors pas. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être choriste. Comme moi, j'ai du travail, je dors pas. Même la nuit, je peux pas dormir. Même si je me couche, mon cerveau va faire je me lève, je travaille. Il n'y a pas de secret pour tout. Je pense que c'est pas que pour le travail de choriste. Hein. Si tu veux avoir des résultats, tu travailles. C'est aussi simple que ça. Et je pense que le cerveau humain, on l'utilise même pas à sa plus grande capacité. Notre cerveau est capable de tout. C'est ce avec quoi tu nourris ton cerveau. C'est de ça qu'il vit en fait. Donc à partir du moment où le cerveau il sait que celle-là, elle va venir chanter dans toutes les langues là, elle va encore arriver, le cerveau il est prêt à apprendre parce que tu l'as habitué, parce que tu bosses, tu vois. Donc moi je pense que il n'y a pas de secret en fait. Il n'y a pas de secret, c'est le boulot. Il faut travailler, écouter. Si je sais que je suis en train de faire une tournée avec Wemba et que ma tournée avec Maury va recommencer dans 10 jours, eh ben, pendant que je tourne avec Wemba, c'est déjà acquis. J'ai la musique de Maury qui tourne dans mon oreille dans les heures de pause entre 2 avions. Et tu travailles. Tu peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes... Il y a la queue, il y a plein de choristes qui attendent pour prendre la place. Hein. C'est ça. Hein. Il y a le marché, je veux dire ça comme ça, des choristes. Il est concurrentiel? Oui, mais le truc, c'est que en fait, si tu sais bien travailler, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les binômes et les trios. Tout le monde ne travaille pas avec tout le monde. Parce qu'il faut que les voix sonnent, il faut que les voix se marient bien. Voilà, parce que les choristes, c'est des sections en fait. C'est comme les sections de cuivre. Tu vois, quand tu prends des sections de cuivre, c'est des gens qui travaillent ensemble. Ils doivent sonner ensemble. C'est pareil pour les voix. On ne fait pas les chœurs avec n'importe qui. Il faut que vos voix sonnent ensemble. Et pour que vos voix sonnent ensemble, il faut que vous puissiez travailler ensemble et avoir le son ensemble. Sinon, vous allez chanter, mais on va entendre des voix disparates. Ça ne va pas être joli. C'est ça, en fait. Donc, c'est le travail, en fait. Est-ce que vous êtes obligé de vous aimer pour pouvoir chanter ensemble? Absolument. Ah, ok. Le chant, c'est vibratoire. Ouais. Donc, s'il n'y a pas une bonne énergie entre vous, si vous ne vous entendez pas, non, c'est pas possible. Ça peut pas marcher. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Si je dois faire les chœurs avec toi et que quand je tourne le dos, tu dois ou si tu n'es pas en confiance non, ça marche pas. C'est harmonique. Ça marche, ça peut pas marcher. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on soit bien, tu vois, c'est super important. Si on s'entend pas, c'est pour ça qu'un artiste peut pas se lever, aller chercher une choriste à l'ouest, l'autre choriste à l'est, et leur dire de travailler ensemble. Ça peut arriver, hein. Si on se connaît pas, qu'on se mette ensemble et que ça marche. Ça peut arriver. Mais dans ce cas, je sais pas. Moi, j'ai déjà fait ça. Il faut qu'il y ait une bonne vibe. Voilà, il faut qu'il y ait une bonne vibe. Il faut que vous soyez contente de chanter ensemble. Voilà, c'est ça. Oui. Et dernière question sur ce sujet. Est-ce qu'on peut faire carrière en tant que choriste? Est-ce qu'on peut faire carrière en tant que choriste et bien gagner sa vie? Ici, je sais pas. Mais en Europe, oui. Mais en France, oui. Ok. En France, oui. Si tu fais les concerts, tu es intermittent. Oui. Tu touches ton petit salaire d'intermittent par mois, tu cotises pour ta retraite et tout va bien. Ouais. Tu fais tes 43 concerts par an, tu es tranquille. Ok. Tu vois? Donc tu peux gagner ta vie. Moi, j'ai des gens qui ont fait choriste toute leur vie, qui ont acheté maison dedans, ils ont leur voiture et tout, tu vois, voilà. Ici, je sais pas, on n'en est pas encore là, les salaires d'intermittence, tout ça, on n'en est pas là, tu vois, mais en France, si tu as du boulot, tu t'en sors très bien. Ok. Merci pour ta transparence et pour les tips sur le métier. Oui. Nous allons venir à un épisode qui, je pense, t'a exposé au Bénin et t'a popularisé au Bénin, Bisso na Bisso. Oui. Alors, comment l'aventure Bisso na Bisso commence? Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont nés après les années 2000, Bisso na Bisso est un télécrochet
qui était produit et diffusé sur LC2, la chaîne 2 à l'époque, et qui avait 2 protagonistes, Freddy et Fafa. C'est ça. C'était un couple de jeunes qui vivaient ensemble et qui, tous les soirs, étaient sur nos petits écrans et qui se disputaient ou partageaient la vie d'un jeune couple africain sur nos écrans. Et Fafa, c'était Fafa. Et qui a été sur nos écrans pendant plusieurs années. Alors, cette aventure qui t'a popularisé et qui t'a mis dans le cœur des ménages pendant plusieurs années, comment elle commence? Elle commence dans un restaurant, dans un maquis à Cotonou. Ok. Où je viens manger. Moi, je parle 7 langues. Ok. Donc, je viens manger et je rencontre Nadine Laïndé. Ok. PDG qui était à l'époque la DG de LC2. Donc, je ne la connaissais pas. Elle mangeait avec Ismaël, qui était le responsable RH, je pense. Et ils étaient avec Claude Balogun. Ok. Et je pense Brice Brun, qui sont des réals. Hein. Donc, moi, je rentre et je les vois eux. Parce qu'avec Claude Balogun et surtout Claude Balogun, j'avais fait Taxi Brousse. Ok. Les épisodes de Taxi Brousse avec Juliette et Armand Akovi, là, et tout. Et en fait, donc, quand je rentre dans les restaurants, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Et donc, je les chahute en gond. Après, je passe en fond. Et à côté, il y avait Charles Toko. Alors, je le salue en dandy, on se chahute en dandy. Et Nadine Laïdé, elle était là. Elle fait, mais c'est qui celle-là? Et du coup, on se présente et tout. Elle me regarde et dit, mais tu parles combien de langues, toi? Je dis, je sais pas, dandy, fond, mina, go, tout ça. Elle dit, ton profil m'intéresse. Je vais t'appeler. Et quelques jours après, elle me fait appeler. Donc, j'arrive dans son bureau. Elle me dit, écoute, je sais pas, mais t'as un truc. Ta spontanéité, dès que tu ouvres la bouche, on rigole. J'ai une idée, je veux monter un truc avec toi. Je dis, ah bon? Elle me dit, ça t'intéresse la télé? Je dis, ouais, comme tu veux. Moi, j'ai déjà fait des films, donc tout va bien. Elle me dit, ouais, tu sais, en France, il y a une série qu'on appelle Un gars et une fille. Et je te vois bien dans le rôle de la fille. T'es bien, ça t'intéresse, hein? Donc, elle me parle du truc. Je dis, oui, why not? Et elle appelle Brice Brand et tout. Et elle me dit, il faut qu'on trouve un mec. Et c'est comme ça. Okay. Et je crois que c'est Brice Brun qui a proposé Alfred. Oui. Donc on se retrouve dans le bureau et tout, on cherche les noms, les 2 F, les 2 zèbres. Je dis, mais pourquoi on se fatigue? Tu t'appelles Alfred, non? Il me dit oui. Je dis, mais Freddy, moi c'est Fafa, basta, on y va. Et on cherchait les noms. Je dis, entre nous, on fait entre nous. Et là, j'ai dit, attends, mais entre nous, il y a déjà une émission comme ça à la télé. Attends. Et je ne sais pas qui y avait quelqu'un. J'ai dit, mais comment on dit entre nous? Donc, on cherchait entre nous dans des langues. Donc, on a cherché en dindi et tout. J'ai dit, mais biso na biso, c'est pas entre nous, c'est en lingala? Allez, vas-y, on va faire biso. Et c'est comme ça que biso na biso est né. Ok. C'était une idée de Nadine Laïndé, en fait. Ok. C'est ça. Et donc, vous tournez les premiers épisodes. Oui. Dès la diffusion, ça marche? Oui. Oui. Direct. Ça marche. Et qu'est-ce que tu gardes de cette époque-là? Parce que c'était un phénomène, c'était un rendez-vous qu'on attendait. Comment est-ce que vous trouviez Est-ce que tout était écrit ou il y avait une part d'improvisation dedans? On écrivait la majorité des scénars. En fait, on avait une marge de manœuvre. On avait à peu près, on va dire 60% d'écriture et 40% d'impro. Ok. Tu vois, et on écrivait les scénars, les gens nous appelaient et on suivait beaucoup l'actualité. Ok. Tu vois, donc on écoutait beaucoup ce qui se passait dans... tel DG a fait si, Rodela oui malade. Donc on écoutait beaucoup de choses. Et on mettait en scène, en fait. Tu vois, c'était ça aussi qui faisait le... Je pense que c'était ça aussi qui a fait le succès de cette émission. C'est parce que ça collait vraiment à la réalité des gens. Les gens se retrouvaient dedans. Donc du coup, oui. Et puis, on avait beaucoup de choses qui nous alimentaient. Hein. C'était la période des téléstages, où les gens passaient de maison en maison pour regarder Rosa, Sava et tout ça. On avait vraiment... Vous aviez de la matière. On avait vraiment de la matière et c'était bien.
Ok. Et alors, qu'est-ce que tu gardes de cette période? Parce que je pense que ta notoriété a dû exploser. Et bon, moi, à l'époque, quand je regardais ça, je savais même pas que tu chantais. Ah Tu oui. sais, paradoxalement, c'est Oui. bien après que j'ai su que Fafa de la série, elle chantait. Oui. Tellement ça avait pris une Le ampleur. dessus. Et en termes de notoriété, est-ce que tu as senti un avant et après? Et qu'est-ce qui a changé, surtout dans ta vie, une fois que cette série a explosé? En réalité, les gens te reconnaissent partout, quoi. Et moi, j'avais un scooter bleu, le fameux scooter bleu. Et partout où je la garais direct, les gens savaient que j'étais là. Mais tu sais, moi, je suis pas très... Le public ne me dérange pas. J'allais au marché, j'ai rien changé à ma vie, hein. Oui. Ça ne me dérangeait pas. Je suis quelqu'un... Je suis très affable. J'aime les gens, j'aime être avec les gens. Donc, j'ai grandi dans une fratrie, on est 6. Dans la maison, chez nous, il y avait toujours les cousins, il y avait toujours du monde. Moi, j'ai grandi dans le monde. Donc, je n'étais pas dérangée. Ça ne me dérangeait pas. Quand je sortais, Fafa, ouais, Freddy, mais qu'est-ce que tu... Donc, ça ne me dérangeait pas. J'étais bien, je rigolais avec les gens, les mamans du marché et tout. Oui, on avait du succès, mais en même temps, c'était pas non plus... c'était pas prise de tête. Franchement, c'était pas prise de tête du tout. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le succès d'une émission comme ça, tu penses que tu aurais eu la même attitude? Tu penses que ça aurait été pareil aujourd'hui? Ah oui, pourquoi pas? Ah oui? Mais non, mais pourquoi on se prend la tête? Il faut pas se prendre la tête. Tu as du succès, oui. Mais le succès, il monte, il descend. Hein. Donc, franchement, moi, naturellement... Je suis... D'ailleurs, même, on me reproche ça souvent. Tu es trop gentil, tu es une artiste, faut te réserver un peu. J'ai dit, hey, champion, moi, je suis bélier. Nous, on est fonceurs. Nous, on n'est pas introvertis. Moi, je ne suis pas introverti, tu vois. Je suis très... jovial, je suis libre. Franchement, il faut être libre. La vie est courte, on va nulle part avec. Bon, parce que tu sors à la télé, maintenant tu vas te coincer. Non, je vais même pas respirer. Même moi-même, je vais être malheureuse. Parce que je suis quelqu'un de très gai, très joyeuse. J'aime, voilà, rigoler. Comme on dit, enfin, on a donc blodé, tu dis une bêtise là, tout le monde éclate de rire. C'est bon, c'est la vie. Après, oui, évidemment, il y a certains milieux où si tout le monde est un peu costard, cravate, serré, toi-même, tu serres tes fesses. Tu vois. Mais il faut être simple et libre. Tu vois. Sinon, si tu respires pas, tu vas mourir. C'est toi qui meurs en apnée, hein, c'est pas les autres. Hein. Donc voilà. Donc non, succès ou pas succès. Là même, on a sorti une série là sur TikTok. On s'amuse bien. Je suis une vendeuse de pain, une blédade. Moi, je m'éclate, tu vois. C'est tout en fond et tout. J'ai un pain. Je ressemble à rien. Je vends du pain avec du dja dedans là. Mais je m'éclate en fait, tu vois. Et je trouve que la vie, elle est simple. Et que si tu as l'opportunité de faire quelque chose qui fait du bien aux autres et qui, par la même occasion, te fait du bien, c'est-à-dire tu t'éclates, alors pourquoi hésiter, quoi? Tu vois, donc c'est simple. Hein. Ok. Et pourquoi la série s'arrête? Au bout de combien de temps la série s'arrête? La série, elle s'arrête en 2006. Oui. Ok. Oui, elle s'arrête en 2006 parce que moi, je suis partie. Moi, je suis partie et je faisais des allers-retours. Moi, je suis partie du Bénin fin 2003, début 2004. Ouais. Et je faisais des allers-retours, mais à un moment, elle se dit aussi tu vois. Ouais. Donc, du coup, on a arrêté comme ça, en fait. Ouais. Ok. Et tes rapports avec Freddy? Nickel. Je vais d'ailleurs l'appeler, là, on va se boire un café. Okay. Oui, si, tout va bien. Ok, d'accord. Écoute, on espère vous revoir sur les écrans. Inch'Allah. Un de ces jours, ce serait marrant. Inch'Allah. Bon, on ne souhaite que ça. Hein. Oui. Et qu'est-ce que tu gardes de cette expérience? La magie. Oui. Tu sais, notre présent est fait de bons et de mauvais souvenirs. Et quand on n'est pas bien dans le présent, ce sont les bons souvenirs qui nous donnent le sourire et qui nous remettent debout. Et pour moi, ça fait partie des bons souvenirs qui me remettent debout. Donc, je ne garde que du bon, du plaisir et de la positivité de cette époque. C'est très bien. Alors, tu évolues dans un milieu artistique où, comment dire, qui n'est pas forcément évident, surtout en Afrique, pour les femmes. Ok. Est-ce qu'il y a des moments dans ton métier où tu t'es dit, si j'étais un homme, ça ne se passerait pas comme ça? Ah bah, la réponse est déjà dans la question. Hein. Oui.
Ça n'a rien à voir avec la musique. Hein. Dans tous les métiers où tu commences à prendre de la place, quand tu es une femme, bah, tu es pourchassé, hein, tu es wanted. Hein. Tu es wanted déjà par les femmes. Ah. Oui. Ok. Tu es déjà wanted par les femmes et puis maintenant par les hommes. Donc en fait, en réalité, et c'est pas seulement au Bénin, hein. C'est quelque chose qui est universel. Alors là, je te parle pas des producteurs, des productrices. Tu vois, c'est du business en fait. C'est quand tu arrives à un certain niveau, c'est du business. Donc en fait, la personne qui est en face de toi, ben, c'est marche ou crève. Ouais. Tu vois, si tu veux pas, tu t'assures pas, on prend quelqu'un d'autre. C'est ça en fait. Donc c'est pas facile parce que tu es une femme et c'est pas facile quand tu es face à une femme et c'est pas facile quand tu es face à un homme non plus quoi. Ouais. En gros, comme on disent les Ivoiriens. Pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons, c'est sûr. Attrape ton cœur. Accroche-toi et vas-y. Mais il faut pas lâcher. Il faut rien lâcher. Parce que si tu lâches, c'est dommage. Parce que ce métier, malgré tout, il est beau. On vit des choses bien. Il faut pas lâcher. Sauf que c'est pas facile. C'est pas facile. Et je sais pas si tu as fait le constat autour de toi. Tu vas remarquer. Mais moi, c'est en France que j'ai remarqué. La majorité des chanteuses autour de moi qui ont un certain niveau de carrière, soit elles n'ont pas d'enfants, soit elles ont qu'un seul enfant. Pourquoi ? Parce que nous, les femmes, en fait, quand on n'est pas bien, c'est le ventre qui prend. Ok. Quand la femme, elle n'est pas bien, dans notre métier, il y a beaucoup de stress. Hein. Oui. Énormément de stress. Hein. Et en fait, le stress, il te prend quoi ? Le ventre. Oui. C'est tout. On a le ventre, il s'attache. Et en fait, où le ventre, il s'attache, où c'est la prod qui te dit « Ah non, si tu vas partir 9 mois en congé de maths, c'est pas possible, en fait. » Ouais, parce que ça, je connais même des producteurs qui signent avec des artistes femmes et qui leur disent dans le contrat. Je pense pas que ce soit légal d'écrire ça, mais où c'est interdit. Les 5 prochaines années, pas de bébé. Oui, voilà. Ah oui. Et même pas que dans la musique, même dans d'autres métiers qui sont prenants, où dès que la femme tombe enceinte, on la remercie. Exactement. Oui. C'est ça l'histoire, mais je vais pas tout raconter ici. C'est pas de notre, je ne sais depuis, mais la maternité c'est quelque chose de naturel. Sauf que dans les corps de métier comme la musique et autres, prenons les femmes, ils veulent pas en entendre parler. On veut pas en entendre parler parce que c'est quand même, ça te prend 9 mois. Parce qu'on trouve que tu vas pas bien travailler. Je te dis, c'est le capitalisme, hein, c'est l'argent. Donc pendant 9 mois, là, tu n'es pas assez rentable. En plus, maintenant que tu accouches, là, il faut 3 mois et tout ça. Alors qu'en fait, il y a des femmes, ça se passe bien, elles montent sur scène avec leur ventre, elles assument. Et on ne veut pas montrer cette image. C'est complètement idiot. Ça fait partie, c'est le cycle de la vie. Et le public qui te regarde, les fans qui te regardent, ils savent, ils ne sont pas sortis d'un chien. Ils sont sortis aussi, ils ont fait tu vois, c'est normal en fait. Mais je sais pas ce qu'ils ont, les labels, ils veulent pas en entendre parler. Bon, écoute, c'est comme ça, hein. Et écoute, et à l'inverse, est-ce qu'il y a une situation où tu t'es dit, là, le fait que je sois une femme, ça a tout changé, ça a tout facilité? Je sais pas. Je sais pas. Je vois pas. Bon, tu sais, ceci dit, il faut dire la vérité. Il y a des comment dirais-je, il y a des fois des contrats de concert où, par exemple, si on prendra une femme plutôt qu'un homme. Ouais. Si c'est des concerts de droits de la femme, de défense des LGBTQ, des trucs comme ça, ils vont pas prendre des hommes, quoi. Oui. Pour l'image de la chose, pour les thèmes qu'on défend, ils vont forcément... Ils se disent que c'est mieux que ce soit une femme. L'image de la femme passe plus. Ouais. Il y a beaucoup de choses, quand même, où ils préfèrent prendre des artistes femmes que des hommes. C'est dommage, mais c'est comme ça. Oui. Et il y a un autre thème qui revient à côté du thème de la femme, c'est
la vieillesse dans la musique. Oui. C'est comme si aujourd'hui, il y avait une date de péremption pour les artistes. Et encore plus pour les femmes. Est-ce que vieillir en tant que femme artiste, quel est le regard que tu portes dessus? Est-ce que c'est un tabou dans cette industrie? Est-ce que tu t'es retrouvé confronté à des situations où tu passais pas parce que tu ne correspondais pas à un certain profil? Moi, tu étais plus jeune. Voilà. Moi, j'ai pas eu de problème de ce genre-là. Mais ce qui est sûr, quand t'as pas 16 ans, je te dis, c'est l'argent. Hein. Quand t'as pas 16 ans et que tu peux pas mettre les mini-jupes et les crop-top. En fait, il y a des réseaux pour chaque âge. Il y a un public pour chaque âge, il y a un public pour chaque musique. Les labels, ils n'ont pas trop le choix que de prendre des plus jeunes. Pourquoi? Parce que ceux qui streament et ceux qui achètent aujourd'hui, ce sont les plus jeunes. Ceux qui vont dans les concerts, ce sont les 18-30 maximum. Tu vois? Ceux qui vont dans les festivals, qui vont faire des road trips de 3 jours de festival à dormir à la Belle Étoile, ils vont payer leur passe de 300 € pour regarder tous les concerts, faire tu vois, c'est les jeunes. Tu vois, non? Et nous, les artistes, c'est de ça qu'on vit. C'est de la musique, c'est des festivals. Les disques, ça ne vend plus. Donc, en fait, si tu as un certain âge, eux, tu les intéresses pas, en fait. Tu vois, non? Donc, du coup, le label, lui, il veut vendre. Hein. Il va pas te faire un album ou un disque pour ton plaisir. Donc, s'il te fait des disques et que le tourneur ne te trouve pas de concert, parce que ce que tu fais, ton public, il sort pas. Ton public, voilà. Donc, du coup, ça marche pas. Tu vois, non? Donc, c'est l'offre et la demande, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Donc, après, il ne faut pas trop en vouloir au label aussi. Parce qu'eux-mêmes, s'ils vont faire pour la beauté des yeux, tu peux avoir la plus belle voix du monde, tout ce que tu veux. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais c'est bien d'en être conscient, mais la question que ça m'inspire, c'est qu'aujourd'hui, tu en tiens compte quand tu fais ta musique. Est-ce que tout ça, ce sont des paramètres dont tu tiens compte quand tu fais ta musique? Et est-ce que tu es intentionnel quand tu fais ta musique pour pouvoir te positionner sur un segment? Non, parce que moi, ma musique, moi, j'ai une panel de répertoire. Et ça, c'est l'avantage quand tu as fait du cabaret. Moi, ma voix, je l'appelle, c'est caméléon. Et moi-même, personnellement, je suis un caméléon. Tu vois, non? Donc, en fait, ça dépend. Selon le festival qui m'appelle, j'adapte mon répertoire. Tu vois? Moi, j'ai un répertoire rock. J'ai un répertoire musique traditionnelle, trad pure, avec des percussions et tout. Et en Europe, en fait, selon le festival qui m'appelle, si c'est jazz, j'ai tout l'album, c'est soul, jazz, funk. Je leur sers ça. Si c'est... Il y a des festivals, ils te disent carrément, on ne veut pas de rock. C'est interdit. On veut de la vraie musique africaine avec des percus, ils te le disent carrément. Ah, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, en fait, ce qu'il faut, finalement, tu dois selon moi... Tu dois pouvoir adapter ta musique à l'audience. Très bien. Tu dois être polyvalente. Et celle qui a très bien compris ça, c'est la grande sœur Angélique Kidjo. C'est pour ça qu'elle est toujours là. Elle a bien compris comment ça marche. C'est pour ça qu'elle est toujours là. Il ne faut pas croire que c'est pour ça qu'elle est toujours là. Elle va n'importe où, même au Nigeria, elle va jouer la musique, ils vont danser. Parce qu'elle a une... Je vais revenir en arrière te parler de Papa Wemba. C'est Papa Wemba qui m'a dit ça. Quand je voulais sortir mon premier album, il m'a dit, Fafa, on est des Africains, mais on vit en Europe. Tu ne peux pas faire la musique de chez toi que tes gens vont aimer. Et tu penses qu'ici, là, ils vont aimer. Non. Il faut que tu aies la possibilité de proposer des choses différentes. Tu fais la musique pour le pays, que les gens du pays sont contents, et tu fais la musique ici, que tu peux vendre dans les festivals. Sinon, tu es dead. Ça, c'est la première personne qui m'a donné cette leçon-là, il y a longtemps. Tu vois, donc je reviens sur lui parce que quand j'ai même oublié de te dire ça, quand tu m'as demandé les leçons que j'aurais retenues des années. Et donc, en fait, moi, c'est ce que la grande sœur, elle fait. Partout où elle va passer, quelle que soit la génération, elle frappe, tu vas tomber. Il n'y a rien à faire, tu vas danser, tu vois. Et en fait, je pense que c'est la meilleure solution. Il faut s'ouvrir, en fait. Il faut ouvrir son répertoire et on a la possibilité de t'appeler partout, en fait. Tu vois, c'est ça, en fait.
Ok. Donc, vieillir ou pas vieillir, t'inquiète. Tant que tu fais la musique. Tant que tu fais de la musique que tu aimes. Ouais. Et puis, il faut aimer ouvrir sa musique. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Ouais. Il y a des gens qui aiment rester fermés. Tu vois, il faut ouvrir sa musique. Si tu n'ouvres pas ta musique... Ouais. Bah, ça me permet de retomber sur ton album Il est. Et tout à l'heure, tu disais que déjà à l'époque, la chanson d'Angélique Kidjo que tu aimais était une chanson avec un thème, ça parlait d'apartheid et que ça t'avait touché. Ce qui te touchait, c'était ce thème-là avec les paroles. Et dans l'album Il est, tu abordes beaucoup de thématiques. Tu parles de polygamie, tu parles de corruption, d'exil. Pourquoi est-ce que pour toi, est-ce que tu définis ta musique par la thématique? Est-ce que si tu faisais du rap, est-ce qu'on dirait que tu fais de la musique consciente? C'est ça? Pour toi, la musique doit porter un message forcément? Oui. Pour moi, la musique, c'est quand je fais de la musique, quand j'écris, c'est thérapeutique. Okay. Ça, tu te mets à nu, en fait. Tu racontes tes émotions, mais par l'écrit, par la voix aussi. Tu racontes tes émotions, tu écris tes émotions et tu leur mets une forme. Pour moi, c'est ça. Okay. Et en fait, il est là, à cette époque, c'était... ça faisait longtemps, j'avais peut-être fait 6 ans sans rentrer à cette époque, quand j'ai fait cet album-là. Et donc, j'écrivais vraiment, à ce moment-là, je racontais une histoire, en fait. Oui. Le pays me manquait, il y avait plein de choses qui me manquaient et je racontais vraiment du vécu. C'est vraiment beaucoup de choses vécues, en fait. Ok. Et on va parler de la voix, parce que c'est quelque chose qui te caractérise. C'est ton premier instrument. Oui. Et on va faire un petit jeu. Oui. Ok. Que j'ai fait avec ton frère tout à l'heure. Il s'en est pas mal sorti. Ah ouais? Alors, quelle est la voix qui t'a appris, disons, la puissance? Ou la maîtrise de la puissance? Waouh, c'est qui? Ah, je sais qui c'est. Ça, c'était la Togolaise. Bella Bello. Ok. Il y a 2 personnes. Il y a Bella Bello et il y a Vivi l'International. C'est les 2. Ok. La puissance vocale, c'est les 2. S'il y a une chanson de l'une des 2 que tu aimerais qu'on écoute là, ce serait laquelle? J'adore cette chanson. Je l'adore. Ok, on retient, on l'écoute tout à l'heure, une fois qu'on a fini le jeu. J'adore. Quelle est la voix qui t'a appris la retenue? La retenue, c'est Lokwa. Ok, ouais. C'est Lokwa. Ok. Grand artiste. T'as pas une anecdote avec lui? Comme tu nous balances des anecdotes Alors lui, depuis tout à l'heure. Lui et moi, on va chanter là dans le même festival là, parce que lui et moi, on fait l'ouverture du festival et la grande sœur, elle fait la fermeture. Okay. Donc on a 2 chansons à chanter ensemble. Et en fait, lui, il a été mon parrain. C'était mon parrain, il est toujours d'ailleurs. En fait, quand j'écrivais les chansons, c'est lui qui m'a appris à chanter en français. Parce que moi, je ne chantais jamais en français. Il dit chanson en français, il faut oublier. Ah, pourquoi? Et non, bon... Il y a les Français pour chanter en français. Et un jour, il me dit, Fafa, tu sais, tu viens d'un pays francophone, tu es au courant ou pas? J'ai dit oui. Et il me dit, est-ce que tu sais que dans ton pays, tout le monde ne comprend pas? C'est-à-dire que si tu prends une langue de chez toi, que tu chantes dedans, tu sais que tout le Bénin ne comprend pas? J'ai dit oui. Et il me dit, alors, tu sais que tout le Bénin peut parler français? J'ai dit, oui. Il me dit, bon, donc, ton histoire de te braquer contre le français, c'est un faux truc. Ouais. Parce que si tu fais ça, tu te fermes tu t'enfermes, alors que tu te dis artiste ouverte, il dit c'est contradictoire. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé à mettre des touches de français
Ça, j'ai fait une chanson, tu as quitté le pays, ça fait un bail. Se laisser aller, c'est grâce à lui que j'ai commencé à... Et donc, quand j'ai écrit cette chanson, je suis allée lui montrer. J'ai dit, j'ai essayé. Et donc, en fait, oui, il me coach beaucoup. Il me coachait beaucoup. Okay. Quand j'écrivais, là, je sais pas combien de chansons j'ai. Il a même réalisé et co-écrit une chanson avec moi, qui n'est pas sortie, plusieurs chansons même, qui ne sont pas sorties encore. Et en fait, c'est lui qui m'a poussé à l'écriture en français. Ok. Il me dit, tu n'es pas obligé de tout écrire en français, mais tu peux, de temps en temps, glisser des mots et tout. Et du coup, là, j'ai sorti une chanson il n'y a pas longtemps, Blessing, ici, que j'ai fait, ici au Bénin et tout, que j'ai chanté. C'est tout en français. Et quand il a vu ça, il m'a applaudi. Il m'a dit, tu vois, tu peux chanter en français. Finalement, c'est dans la tête, tu vois, on se met des blocages. Et parce qu'on est là dans notre patriotisme à 2 balles. Mais ça nous renferme, en fait, dans des bulles qui ne nous permettent pas de nous envoler, en fait, finalement. Mais voilà, donc le quoi, c'est ça, en fait. Ok. Et enfin, quelle est la voix qui t'a appris à raconter sans forcer? C'est toujours lui. Ouais. Toujours lui. Pourquoi? Parce que dans l'album, il écoutait. J'ai fait l'album, il est avant qu'il ne commence à bosser avec moi sur tous ces aspects-là. Et quand il a écouté tout l'album, il m'a fait, hey, tu sais que tu n'es pas obligé de faire d'envoyer la voix dans toutes les chansons, tous les jours, là, les Amazones, là. J'ai dit, c'est comme ça qu'il te parle. J'ai dit, hey, Yaya. Il dit, non, écoute. Et donc, justement, cette chanson que je t'ai fredonnée au début, Yayara, j'ai dit, oh Yayara. Et en fait, quand il a pris tout l'album, cette chanson-là, je l'ai chantée, il y a 2 Yassa et puis Amédée. Amédée, ça raconte l'histoire d'une dame que j'ai connue, d'une mamie que j'ai connue il y a longtemps, qui vendait du pain, et qui a vendu du pain pour élever tous ses enfants. Et quand je suis rentrée de France, elle vivait dans une maison en bambou. Ses enfants sont devenus gynéco, des grands quelqu'un. Et un jour, je suis revenue au Bénin, je suis partie dans le quartier là-bas. La mamie, là, était toujours en train de vendre le pain, là, dans la maison en bambou. La pluie... En fait, ça m'a fait un choc. Parce que je connaissais tous ces enfants qui sont des grands quelqu'un. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que la mamie, là, moi, je l'ai connue petite. Et comment se fait-il que ces enfants sont des grands, ils ont les grosses villas. Et la mamie, elle est toujours là, en train de vendre son pain. Donc, ça m'a cassé, en fait. Et j'ai écrit une chanson. Et donc, cette chanson-là, on l'a enregistrée avec Guy Sangué, bassiste, tonton bassiste camerounais. Et en fait, j'ai fait au moins 10 séances de studio avant de pouvoir la chanter. À chaque fois que je commençais, je pleurais parce que je revoyais l'image de la maman. Et Lokwa, en fait, c'est les 2 chansons qu'il aime. C'est des chansons où j'ai limite, on a mis le micro comme ça, et je suis restée assise comme ça. Ouais. Et je venais... Et je chantais comme ça. Et en fait, quand il m'a dit, tu entends ta voix là? Comme moi, j'écoute les chansons là. Je ne sais pas ce que tu racontes. Mais j'ai la chair de poule et j'ai les larmes. Il dit, ça là, c'est ça qu'on va travailler. Ça, c'était il y a... Je te dis pas, il y a... Il me dit, tu vois là, tu racontes un truc. Il y a tellement d'émotions que je comprends pas. Mais je suis partie. J'ai dit, ok. Il dit, tu vois ça. Tu l'as en toi. Tu n'as pas que la rockeuse en toi. Ouais. Tu as aussi celle qui peut faire pleurer, qui peut être toute douce. Il dit, tu as toutes les techniques. On n'a pas besoin. Si tu veux chanter là, on n'a pas besoin. Les techniques, c'est pour faire les... Ça, c'est les conseils de Lokwa Kanza. Il me dit, les techniques là, c'est pour faire les exercices de voix. Mais quand tu veux chanter, il faut tout tranquille. Ce qui fait que même le bébé qui vient de naître, quand il prend ta musique, il peut répéter ta mélodie. Il peut chanter avec toi. Ça, c'est de lui que j'ai eu ça. Ok. Donc, c'est lui qui m'a appris aussi à raconter. Ouais. Ok. On va faire un petit tour chez les Amazones d'Afrique. Oh là là, Seigneur. Sur cet épisode-là. Je croyais que j'avais évité la question. Non, jamais, quand même. Bon. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cet épisode-là? Les Amazones d'Afrique, ça a commencé il y a à peu près 7 ans, je crois, 8 ans, 7 ans. Et ils avaient déjà fait un premier album avec la grande sœur Angélique, Oumou Sangaré, Tiken Jah Fakoly et tout. Et la productrice voulait faire avec des artistes beaucoup plus jeunes. Ouais.
Et du coup, c'est Patrick d'ailleurs. C'est toujours lui. Parce que lui, il était dans la première génération d'Amazon d'Afrique avec la grande sœur et tout ça. Et après, quand la dame voulait faire une deuxième génération de gens plus jeunes, il lui a demandé, est-ce que tu connais des... Il m'a dit, oui, ma sœur, elle est là. Hein. Donc la productrice pensait que moi, je n'étais pas là, j'étais en tournée et tout ça. Moi, j'étais là. Mais donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé les Amazones d'Afrique. Ok. Et bon, tu as été lead. Je suis toujours lead. Tu es toujours lead. Alors, qu'est-ce que cette expérience t'apporte? Moi, les Amazones d'Afrique, ça me convient parce que je suis une activiste dans l'âme. Oui. J'ai grandi avec une mère, d'abord une grand-mère super, qui avait beaucoup de caractère quand même, et une mère qui était à fond dans les droits des femmes. Elles avaient une association. Elle a fait l'ORFRB, c'était la génération, tu vois. Elle était dans le Rufimp, avec ta mère d'ailleurs. Tu vois, nous avons des mamans qui sont des combattantes et que Dieu leur donne la longévité, qui ont toujours tout fait pour les droits de l'enfant, de la femme, et pour l'éducation des fillettes. Donc, tu peux pas grandir avec des mamans comme ça et puis ne pas avoir l'arme cette arme-là. Donc, moi, j'ai toujours été comme ça. Donc, les Amazones, pour moi, c'est un bon tremplin pour exprimer tout ce que je ressens par rapport à la violence faite aux femmes, par rapport à la brimade aux enfants et tout ça, quoi. Tu vois, c'est vraiment le canevas super intéressant pour moi. Ok. Et en tant qu'activiste, aujourd'hui, quand tu regardes l'état de la société, qu'est-ce qui te met encore profondément en colère? Mais tu sais, il y a des endroits de la planète où c'est une régression totale. Hein. Quand tu entends qu'en Somalie, on veut remettre l'excision sur la table, qu'ils veulent voter des lois là, pour que l'excision soit remise dans les mœurs, tu te dis, mais en fait, on est en train de régresser. Oui. Quand tu vois... dans les pays en guerre et tout, où la première arme qu'ils utilisent, ce sont les femmes, et les premières victimes, c'est les femmes et les enfants, tu te demandes si la planète ne tourne pas à l'envers, quoi. Quand tu vois au Congo, on est en 2026. On est en 2026, hein. Et au Congo, on a des enfants qui sont utilisés dans les mines, qui sont tués. Tu vois tout ce qui se passe. Donc, en fait, le monde ne va pas bien, en fait. Le monde ne va pas bien. Le monde n'allait pas bien avant. Mais je pense qu'on était moins informés. Ouais. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde il y a des WhatsApp partout. Dans le coin le plus reculé de la planète, les gens, ils ont des signaux. Il y a les portables, il y a les machins. Tout est filmé, tu vois. Et évidemment, l'information n'étant plus filtrée, il y a tout et rien qui passe. Et en fait, tu te réveilles le matin. Moi, je n'ai pas de télé chez moi. Je ne regarde pas la télé. Tu te réveilles le matin, tu reçois en pleine figure... tout ce flot d'informations. Tout ce flot d'informations, vraiment pas du tout bien pour la santé. Et tu as tout le monde qui est dépressif. Tout le monde, même au Bénin chez moi, tu arrives, on te dit, regarde, mais moi, on est au Bénin, non? Moi, j'ai grandi au Bénin, non? Il y a des jeunes, là, tu vois, tel s'est ôté la vie, tel a fait ceci, tel a bu comprimé, tel est en dépression. Tu vois, ça va pas. Et les réseaux sociaux n'aident pas. C'est bon pour nous, les artistes, les réseaux sociaux. C'est un bon outil pour promouvoir ce qu'on fait. Mais à côté de ça, là, c'est pas bon. Hein. Donc oui. Non, c'est sombre. C'est sombre. Noir. C'est noir. Mais je me dis que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu parce que quand tu vois comment, pendant le Covid, les gens se sont mobilisés, la solidarité, tu te dis, en gros, en fait, tout n'est pas perdu. C'est qu'il y a encore des gens il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'amour dans le cœur des gens. Quand tu vois la dernière fois comment les jeunes se sont mobilisés pour chef Kif Sono, quand elle a voulu faire son Guinness, là, est-ce que tu as vu l'engouement? Est-ce que tu as vu? Et je pense que la force, en fait, c'est la jeunesse. Moi, j'ai toujours dit ça. La force du Bénin, c'est la jeunesse. Quand les jeunes te prennent là, quand ils sont prêts pour toi, tu peux aller te coucher, mettre les pieds au mur. C'est bon, c'est gagné. Tu as vu comment ils l'ont soulevé? Mais quand ils veulent te déposer aussi. Mais quand ils sont prêts pour toi, ils sont prêts. Et pour moi, ça, c'est le signe que tout n'est pas perdu. Les gens, ils ont de l'amour à donner. Ils ont de l'amour à donner. C'est seulement que c'est un peu plus difficile de toucher leur cœur. Mais quand tu arrives, c'est bon, tu es tranquille.
Ouais. Et moi, je le vois ici avec les artistes locaux. Moi, je vois les Tigang, les Vano et tout. T'as vu les fans, comment ils sont? Ouais. Les gars sont là. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai remarqué chez toi, tu suis vraiment tout ce qui se passe ici, tu es actif sur les réseaux, moi, je suis à fond. tu donnes de la force aux Moi, je suis à jeunes fond. artistes, Moi, je tu suis à fais des fond. collabs avec eux. Moi, je suis à et fond. tout. Bah, ok, bah, ça me permet de te poser une question piège. Là, c'est le piège de l'interview. Vas-y, dis-moi. Mais tu dois répondre. Dis-moi. Qu'est-ce que tu vas répondre? Moi, je réponds, j'ai pas honte. Hein. Ok, c'est quoi ton top 3 d'artistes nouvelle génération? Top 3. Oui, top 3. Ça, c'est vraiment un piège. Oui, ça, je sais. 3, vraiment moi, 3. Moi, je t'ai dit, oui, 3. Premier, deuxième, troisième. Non, troisième, deuxième, premier. Voilà, même pour corser le piège. Moi, j'aime Togbe, j'aime Boboé, j'aime Tigang. Ok. Qui est premier, qui est deuxième, qui est Tous troisième? les 3 sont premiers. Tu te débrouilles. Non, là, tu es en train de faire de la Toi, politique. tu veux m'avoir, non? Toi, tu veux m'avoir. Tu es en train de faire de la Toi, politique. tu veux m'avoir. Tu ne m'auras pas. Bon, tu as dit tu aimes Togbe. Ben, ce qui était surprenant, parce que j'ai vu, vous avez fait une collaboration, c'était inattendu. Je ne sais même pas, ces deux mondes-là ont quoi à faire ensemble. J'adore. Hein? Ça, c'est moi. J'aime beaucoup Togbe. J'aime beaucoup ce que tu fais, mais vous deux ensemble, c'est quoi? Tu as vu le résultat ou pas? Oui, mais qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Parce je que vais te dire. Togbe, c'est un artiste... et là, le big up que je lui fais, c'est qu'il a été boycotté par toutes les radios, par tous les médias officiels. Et il a réussi à exister. Ça, c'est vraiment puissant. Et voilà. Donc, faut respecter ça. Et qu'est-ce qui t'a amené vers lui? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as vu chez lui? Alors, je vais t'expliquer un truc. Moi, comme je t'ai dit, moi, j'ai comment dire, un panel de répertoire. J'ai bossé longtemps avec Rockin' Squad du groupe Assassin. Je sais pas si tu connais, c'est un gros groupe. Tu sais, c'était à l'époque avec NTM, IAM, tout ça. Donc, j'ai bossé même avec eux tous là. Et en fait, là, c'est un monde. J'ai bossé dans ce monde de rappeurs là, du 9-3 là. La vulgarité n'a pas de nom. Tu comprends? C'est un milieu, les gars sont vulgaires, quoi. C'est-à-dire que si tes oreilles ne sont pas prêtes, faut pas aller là-bas. Tu vois? Et donc, en fait, ça va... C'est-à-dire que le monde du hip-hop, la vulgarité va avec. C'est parce que nous, ici, là, on ne comprend pas bien anglais. Hein. Parce que les Américains chantent là. Si tu comprends bien anglais, là, Togbe, il s'amuse. Hein. Tu vois, non? Donc, moi, Togbe, ça ne me dérange pas ce qu'il dit. Sauf que, moi, ce qui m'a attiré, c'est... D'abord, il faut dire que c'est la faute à Kemptan. Okay. Je vais commencer par là. Okay. Je me suis réveillée un beau matin. Quelqu'un m'envoie un lien. En 2000, je sais pas combien, il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans peut-être. Et je vois, c'est Kemptan. Je ne le connaissais pas. Je vois la vidéo. Je dis, hey, c'est qui celui-là? J'écoute la musique. Et je suis tombée dans les pommes. Je dis, mais non, mais c'est trop beau. Ça, c'est Bénin. Tu sais, moi, que je suis partie du Bénin, j'étais déconnectée complet. Je suis restée bloquée à Diamant, Noir, comme Zénab, et mes frères, là, les Soso, là. Ardiès. Pour moi, c'est H2O, tout ça. Ça, je suis restée bloquée là-bas. Tu vois? Et puis, je regarde le Kemptan. Je dis, hé, mais c'est qui celui-là? Sa musique est bien. Wow, mais celui-là, les Béninois. Ah, mais pourquoi il n'a pas de succès? Déjà, il y a... C'est-à-dire qu'il y a même... Je ne sais pas comment on va dire, il y a milliers de Béninois artistes qui m'attendaient. Donc, quand je me réveille, Papa, dans sa spontanéité, elle n'a pas changé. Je prends Facebook. Je mets... Kemptan, là, c'est qui même? Je ne peux pas voir les gars tomber sur moi. Je dis que... C'est qui ce nouvel artiste? Kemptan, là, c'est qui même? Jesus Christ. Je n'aurais pas dû poser la question, là. Si tu vois comment ils ont été cool avec moi. Ça, c'est bien. Les gars sur Facebook, les gars, ils ne m'agressent pas. Mais Dada, mais c'est quoi cette question? Et j'ai dit, j'ai écrit après, mais c'est pas possible. Il est trop puissant, là. Mais Dada, mais t'es sérieuse, toi? Mais Kemptan, c'est pas, non, c'est un ancien. Et ils m'ont... J'étais là, je dis on t'a fait un cours de rattrapage. Mais j'ai dit non, mais attends, mais je suis où là? Et là, j'ai dit, je vais passer tout le week-end. Je venais de rentrer de tournée, j'étais bien épuisée. J'ai dit là, je ne vais pas sortir de mon lit. C'est petit déjeuner, tout au lit. Je ne vais pas sortir, je vais faire rattrapage. Mon frère, quand j'ai commencé, j'ai pris YouTube là. Même vous, toutes vos chansons là. Tout le monde. C'est là j'ai découvert c'est là j'ai découvert... donc c'est dans ce flow là que j'ai découvert Togbe. J'ai dit, mais attends, lui là c'est qui?
Et je vois la voix là, de la voix des Agbeto. Ça me parle, moi. Il y a les Gougous dans ma famille. J'ai un côté Nago, on est Nago et Nigeria, tout ça. J'ai dit, le gars là, c'est qui ça? Je revois le truc. Je dis, mais lui là. Le personnage. Mais ça, c'est bon ça. Mais ça peut se vendre. Et là, j'ai dit, lui, il m'intéresse. Après, avec Richard Laraignée, on a fait les bis et tout. J'ai dit, on va faire une chanson. Richard Laraignée, toujours dans les couloirs, les coups sombres. On a fait les bis et tout. J'ai dit, ouais, lui là, je veux bien chanter avec lui. Ouais. Et là, Richard, il me dit, Dada, ok. Il hésite, il me regarde parce que c'est que je ne connais pas. Je ne suis pas au pays. Il me dit, bon, ok, Dada. Togbe, c'est mon gars. Moi, je suis la Meko Pro, tout ça. Il me dit, ça, c'est chez moi, c'est ma famille et tout. Ce qu'on va faire, ok, il n'y a pas de problème, tu veux chanter? J'ai dit oui. Je vais proposer. Et je lui ai dit, tu vas voir, Togbe va chanter. Les gens ne vont pas reconnaître. Il ne va pas chanter les choses vulgaires là. Il va rester dans son personnage, mais ça va être beau. Et c'est là qu'on a commencé à travailler et tout. Paradoxalement, moi, tu sais, Togbe, je trouve que il est vraiment intéressant quand il a d'autres thématiques que les thématiques vulgaires. Je trouve, c'est sur son album, il y a une chanson que j'adore, c'est Yazome, où je trouve que même la manière dont c'est écrit, la manière dont c'est amené, c'est super intéressant, mais c'est super marrant. Et à chaque fois enfin, je ne vais pas dire qu'il n'est pas vulgaire, mais qu'il traite d'autres choses que de beat et de chat. C'est la réalité. Il est super intéressant. Oui. Et bon, moi, je trouve un peu dommage qu'il ne soit catalogué que par ça. C'est dommage parce que moi, il écrit super bien. Oui. Et en fait, tu vois, on a fait cette chanson-là avec Credo. Oui. On a avec Credo à l'écriture et tout. Et on a coécrit tout ça. Et en fait, tu vois le texte de Togbe. Ouais. Le texte est très bien. Ouais. Ah, il a glissé, Nawadou. Il a glissé son truc. Sinon, c'est pas Togbe. Ça ne dérange pas. C'est magnifique. Et tu vois, on a fait une belle vidéo. Ouais. La chanson, elle est très belle. Trace, il devait passer ça juste un mois. Les mecs, ils ont kiffé. Ils ont passé ça sur 6 mois. Tu vois. Et moi, ce que je voulais, en fait, parce que j'ai un public, j'ai des gens qui me regardent en France. Tu vois. Je ne peux pas aller faire n'importe quoi avec n'importe qui. Mais je savais que si je fais avec lui, ils vont le regarder, ils vont le voir. Et ça n'a pas raté. Il y a des producteurs, des gens avec qui je travaille. Ah, t'as fait un son avec un gars, le gars qui a le masque. Ah, c'est cool et tout. Moi, je sais. Moi, je sais où je veux aller, tu vois. Je sais que l'heure, là, on est en train de parler. Tu sais, les gens de l'autre côté, hein, ils ne prennent pas leurs décisions. Ils font leurs choses, ils prennent leur temps, ils observent. Moi, je sais qu'il a déjà tapé dans l'œil de certaines personnes. Juste, ils vont prendre leur temps pour voir. Pour continuer à... Tu sais, ils sont là dans le noir, ils regardent sur les réseaux, ils regardent sur YouTube ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe. Et après, ils jettent leur filet. Tu vois? Et pareil, on a refait un truc avec Togbe et Bobo, Kaleta. C'est une chanson magnifique. Tu vois, c'est une chanson... Franchement, moi, je m'éclate beaucoup. Depuis que j'ai découvert qu'ici, là, ça ne rigole pas. mais ce qui m'embête, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas à l'international. Bon, ça, c'est une autre question. Les gars ici, ils ont tellement de talent. Ouais. Et ça me révolte. Ouais. Ça me révolte beaucoup. Mais bon, attends, ça, c'est une autre question. On va revenir tu pensais que tu vas poser cette question aussi? Non, ne t'en fais pas. Tu as dit Togbe, tu avais dit qui d'autre? Boboé. Boboé, ok, ouais. Pourquoi Boboé? Oh, mais toi aussi, la réponse, elle est claire. L'originalité, elle est là. Tu vas voir que les 3 artistes que je t'ai donnés, c'est l'originalité, elle est là. Pourquoi T-Gang? Eh bien, T-Gang. Mais T-Gang, vous n'avez pas de collab ensemble? Bien sûr. Ah non, donc là, c'est moi qui n'ai pas fait mes devoirs. Beau Noir. Pardon. Beau Noir. Oui, Belle Noire. Mais avec T-Gang, on a une magnifique chanson sur la femme. Ah non, c'est magnifique. Non, ça, je suis passé à côté. Elle est magnifique. Pour le coup, on va l'écouter là. Oui, il faut écouter la femme. On va terminer l'émission en écoutant ta collaboration avec T-Gang. Magnifique. Mais on l'a reçu il y a quelques temps. Qu'est-ce que tu penses de lui? Tu sais quoi, T-Gang, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Et j'ai dit, je veux faire une chanson. Richard me dit, Dada,
J'ai appelé un de mes frères. J'ai appelé un Parce que pour moi, c'est évident, même, c'est la collaboration qui est évidente. Je ne le connaissais pas. Ouais. Et Richard me dit, ah, oh, Richard, c'est qui encore Dada, il me dit, Dada, moi, je te connais, non? Tu vas voir. Quand il va venir là, tu seras content. Tu vas dire, yeah. Et puis, on se retrouve en studio. Ah, bonjour et tout. Cool. Ouais. Mais la première impression, c'est super important. Tu vois, le mec, il était tranquille. Bonjour, Dada, et tout. Mais tranquille. Et il dégageait une paisibilité. Tu vois que moi, j'ai beaucoup d'énergie. Moi, j'aime toujours... Quand les gens sont calmes, moi, j'aime les gens qui sont calmes. Parce qu'il y a trop de force en moi. Donc, si en face aussi, il y a trop de force là, ça va pas du tout. Tu vois, c'est... Deux Jedi là, ça peut pas rester ensemble. Tu vois, non? Donc, en fait, il arrive, il pose... Ce que j'ai beaucoup aimé, son calme. On rentre en studio. En plus, le Richard, il me dit pas avant. Hein. Il me dit quand on va au studio. Je dis, mais qu'est-ce que je me fais? Et je commence limite à... ça va pas, tu sais que j'aime pas ce genre de choses. Toujours Richard. Il fallait que j'aille YouTuber tout ça. YouTuber et tout. Il me dit, non, Dada, fais-moi confiance, tu vas voir. Et j'arrive. Le petit, il est cool. C'est mon petit frère. Hein. Il commence à chanter et tout. Je dis, waouh. Mais toi, t'as une belle voix. Hein. Non seulement t'es beau, mais tu chantes bien. Waouh. Et j'étais là, en fait, je le regardais. Tranquille, tu vois, il sans pression. Tu vois, comme on dit, c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Tu vois, le mec, il faisait aucun bruit. Il était tranquille, le talent, pétri de talent tranquille. Il chante son truc et tout. Avec mec, on est là, ambiance tranquille. Il chante, il pose et tout. Et nickel. Sans faute, quoi. Et même le fait qu'il chantait, moi j'avais déjà chanté mes trucs, et en fait le fait qu'il ait chanté, moi ça m'a donné encore d'autres, tu vois, ça m'a donné d'autres vibes, d'autres idées. Je dis à mes quoi, branche micro, moi je vais chanter, tu vois, c'est... Et on a fait une séance studio magnifique, il a été magnifique, il a chanté, c'était à te donner la chair de poule. On a fait un clip, il était là. Il n'est pas comédien, on lui a dit bon clip là, tu vas jouer comédie dedans, il me dit mais tranquille, tu vas regarder toi-même, tu vas me dire. Ouais. Alors que moi, je fais pas ce genre de clip de base. Mais franchement, nickel. J'ai rien à dire, rien d'autre à dire que franchement, bravo. Et je comprends pas pourquoi Béné, on a autant de talent, j'ai dit encore, et puis on est là. Écoute, ça là, si on veut commencer cette discussion... Ça va pas finir, n'est-ce pas? Voilà, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Écoute, on arrive à la fin de l'entretien là. Alors, j'ai 2 questions pour terminer. Non, 3. Encore 2 plus 1, oui. Encore piège? Non, il n'y a plus de piège, c'est Merci. bon. Si tu pouvais parler à la Fafa de 13 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Sans filtre. Sois patiente. Ouais. C'est tout. Et on a commencé cet entretien en parlant d'elle, de ta grand-mère. Si tu penses qu'elle devait te voir aujourd'hui, et elle te voit aujourd'hui de là où elle est, qu'est-ce que tu penses qu'elle te dirait? Elle me dirait Djangé Owadoa. C'est le surnom qu'elle m'avait donné quand j'étais petite, parce que j'étais très bagarreuse. Ouais. Et elle m'avait surnommé Djangé parce que quand elle était au village, au Ghana, là-bas, elle se battait souvent. Il y avait une dame qui venait puiser l'eau à la rivière avec elle. Elle venait toujours la dernière, mais elle voulait toujours tricher pour passer devant. Et elle créait la bagarre à la rivière, au puits. Ouais. Elle se battait avec tout le monde. Donc moi, quand j'étais petite, j'étais un peu bagarreuse. Donc ma grand-mère m'avait surnommé Djangé. Et donc, en fait, elle disait que c'était la guerrière en moi. Et donc, en fait, quand je revenais de l'école, le kaki était déchiré à moitié. Je me suis bagarrée dans la cour de l'école. Le sac il est cassé, le cartable est cassé comme ça. Oh, Djangé Owadoa. Quand elle me voit comme ça, elle me dirait c'est Djangé. Donc, oui, je pense que c'est ce qu'elle va dire. Oui. Et surtout qu'elle va me dire qu'elle est fière, quoi. Parce qu'elle nous a souvent motivés. Nous a souvent dit ne jamais nous arrêter au premier obstacle. Oui. Tu tombes, ben relève-toi. Ouais. Ou si tu vas te bagarrer à l'école et puis tu reviens, tu es blessé et tout. Elle te dit, est-ce que l'autre personne est dans un état plus grave que toi ou pas? C'était ça. Ouais, non, c'est ça en fait. Okay. C'est ça qu'elle aurait été fière, je pense. Et si aujourd'hui ou demain, je touche du bois, si la musique s'arrêtait, qu'est-ce qui resterait intact chez toi au-delà de ta voix? Ma personnalité. Oui. Je suis quelqu'un de vrai, spontané.
et j'aime les gens autour de moi. Et je pense que ça, on peut pas me l'enlever. Ça, ma joie de vivre, on peut pas me l'enlever. C'est ça. Ouais. C'est ça qui va rester. Ok. La vie s'arrête pas à la musique, hein. Non. Pour moi, la vie, c'est d'abord les humains. C'est l'humain. La vie, c'est l'humain. Pour moi, la musique, elle vient après. Ce qui est important pour moi, c'est pas la musique. C'est des gens avec lesquels je fais la musique. C'est ça qui est important pour moi. C'est pas la musique. Je fais pas que la musique. J'ai plein de... Je suis une artiste, je vais pas me jeter des flammes, mais je suis complète. Et j'aime tout. J'aime la peinture, j'aime la musique, j'aime la comédie. Tu vois, j'aime tout ça. Tu vois, donc même s'il n'y a plus de musique, on s'en fout. Mais le plus important pour moi, c'est l'humain. C'est des gens avec lesquels je fais mon art. C'est eux qui sont importants pour moi. Parce que si je suis pas bien avec toi, moi, ma musique, elle prend un coup. Hein. Ma composition prend un coup. Tout prend un coup. Donc, c'est important pour moi, l'humain. C'est super important. Les gens avec lesquels je travaille, je fais ma musique. C'est eux qui sont la chose. La musique, elle vient après. Franchement. Si elle n'a plus de la musique, et que j'aime un gars avec qui on va faire à go, là, il n'y a pas de problème. Allons-y. Donc, merci. Écoute, Attends, vas-y. Oh là là, qu'est-ce qu'il est galant. Voilà. C'est ça. Sur le Cotonou Boy Show, c'était Fafa Rufido. Oyanambe Nasty Nesta. Mes amis m'appellent Daniel. Cause I sleep where the lions eat. Bless. Cotonou Boy Show.